les prévisions optimistes de la Bank of America sur l'économie israélienne tranchent avec la note qui a été dégradée par S&P pendant Pessah. Il s'appelle Daniel Guggenheim, c'est un économiste émérite qui nous donne rendez-vous toutes les semaines. Et aujourd'hui, on va parler de la santé de l'économie israélienne. On va commencer par ce qu'en pense la Bank of America. Daniel, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors pourquoi ce que pense la Bank of America est tellement important pour nous? Oui, la Bank of America est une grande banque en Amérique qui a beaucoup de clients qui investissent dans le monde entier et elle donne des prévisions sur les économies mondiales, sur les différents pays pour savoir justement où on est, où les gens peuvent investir, etc. Et donc c'est très important parce qu'elle a une responsabilité par rapport à ses clients, par rapport aux prévisions qu'elle donne. Donc elle fait attention. Alors ça nous fait plaisir parce que apparemment vous allez nous en parler, mais la Bank of America est plutôt optimiste quant à notre avenir économique. Pendant ce temps, la S&P, elle, avait dégradé il y a quelque temps la note d'Israël. Alors on croit qui? S&P ou la Bank of America? Vous posez, comme d'habitude, très bien la question. Effectivement, pendant Pessah, ces deux nouvelles sont pratiquement venues en même temps et on ne savait pas qui croire. Maintenant, puisque vous avez quand même parlé en deuxième de S&P, je veux expliquer ce qui se passe. S&P n'a pas dit qu'elle voit des indicateurs dans l'économie israélienne qui seraient maintenant les raisons pour lesquelles elle devrait le dégrader, qu'il y aurait une augmentation importante des déficits ou je ne sais. Non, c'est pas pour ça qu'elle a dégradé la note. Elle a dit, c'est au moment où elle a fait, c'était au moment où il y avait des très grandes tensions, voire plus, entre Israël et l'Iran. Et on parlait même d'une guerre directe, qui a un peu eu lieu, mais ça a été, pour l'instant, en tout cas, limité. Et donc, elle a dit, moi, ce que je vois, c'est l'incertitude. Et donc, cette incertitude sécuritaire, on en a parlé souvent, et c'est bien entendu, c'est important, fait que je dois dégrader Israël. Donc, c'était sa position. Mais elle n'a pas changé les prévisions, point de vue, en donnant des chiffres, voilà, je pense que... c'est simplement sécuritaire. Sécuritaire. Bon, pendant ce temps, la Bank of America, voit le meilleur pour nous. L'avenir est en rose, apparemment. Oui. Et c'est important parce que souvent, les gens me demandent, que pensez-vous du shekel? Est-ce qu'il va augmenter ou est-ce qu'il va baisser? Alors, moi, je dis, j'ai pas de boule de cristal pour le voir, mais je regarde ce que les prévisions dans le monde disent. Et elle, la Bank of America, redit qu'elle voit le shekel en 2024 aller, le dollar, c'est ça qui l'intéresse, à 3,5. Aujourd'hui, qu'on parle, il est autour de 3,75 pour vous dire. Donc, elle voit un grand raffermissement du shekel. C'est important de le souligner parce que, bien sûr, la monnaie, c'est la force du pays. Bien entendu, elle voit ça du point de vue économique, de ce qu'elle voit, et c'est important de le dire. Maintenant, point de vue de croissance, ce qui est intéressant, c'est qu'elle prévoit une croissance en 2024 de 2,4%, alors que la Banque d'Israël ne prévoit seulement une croissance de 2%. C'est-à-dire qu'elle est même pour plus 2024 plus optimiste. C'est vrai que pour 2025, ça s'inverse. La Banque d'Israël est partie de 5%, elle voit que 3%, mais c'est intéressant de voir qu'en tout cas pour 2024, elle est plus optimiste pour la Banque d'Israël que la Banque d'Israël. Maintenant, point de vue du déficit budgétaire, ça qui est important, puisqu'on a parlé des entreprises de notation avant, elle voit un déficit budgétaire en 2024 de 6,5%. Il faut rappeler que le Trésor en Israël, le ministère des Finances, a fait ses comptes sur 6,6%. Donc, il est même plus optimiste que le gouvernement israélien là-dessus. Non, et l'inflation, parce que on sait que les prix continuent d'augmenter, l'essence notamment a augmenté. Je crois qu'on est à peu près à 8 shekels le litre. Qu'est-ce que nous dit la Bank of America? Alors, la Bank of America est d'ailleurs dans le consensus des économistes israéliens, 2,7% en 2020. Pour les 12 prochains mois, elle le dit. C'est donc dans l'objectif d'ailleurs de la Banque d'Israël qui veut entre 1 et 3%. Maintenant, vous avez souligné un problème très important qui est une augmentation assez importante de plusieurs produits, même je dirais de haute consommation au début du mois de mai. L'essence, c'est je pense très important à le dire parce que ça a des répercussions sur même sur les entreprises, sur leurs coûts et sur le fait qu'ils doivent le répercuter souvent au niveau des consommateurs. Et c'est très important parce que c'était de 18 agourot. Et faut ajouter que tout de suite que beaucoup d'entreprises, que ça soit au niveau du lait, au niveau des jus de fruits et autres, la plupart des choses qu'on consomme et des choses d'importation aussi vont augmenter au mois de mai. Et je me suis demandé, moi,
Pourquoi le Trésor n'a pas fait au niveau de l'essence, en tout cas, ce qu'il a fait à un moment donné, c'est-à-dire, à l'époque, il avait baissé la part des impôts dans l'essence qu'on appelle blue en Israël, comme dans beaucoup de pays, la part des impôts dans l'essence est assez importante. Pourquoi il ne l'a pas fait cette fois-ci, je me suis demandé. Et je vois qu'aujourd'hui, le ministre des Finances, Smotrich, a fait une déclaration disant, pour les gens qui ont été à l'armée en tant que Milouim Milikim, c'est-à-dire les réservistes, hein, et bien entendu pour ceux qui vont être maintenant, il rappelle qui en sont encore maintenant, il va donner aujourd'hui ce qu'on appelle en hébreu ma'anak meyuchad, c'est-à-dire un don, une aide spéciale qui est pas un prêt, une aide vraiment à tous ceux qui ont fait ça, très importante sur tout 2023. C'est des chiffres assez importants et il y aura aussi d'après ce que je sais, ça sera même pas fiscalisé. C'est quelque chose de très très important. À part même des aides. Donc on laisse les prix monter, mais d'un autre côté on donne des aides pour ceux à certains, pas à tous. Et ils ne pouvaient pas non plus augmenter trop le déficit du budget, puisque ça aurait obligé aussi à faire plus d'emprunts, des choses comme ça. Je pense que c'est ce que le ministère des Finances a décidé de faire maintenant, en espérant que le mois prochain, les shekels remontera et qu'à ce moment-là, automatiquement, l'essence rebaissera. Alors, ça me fait un enchaînement parfait avec le deuxième sujet. On va parler du profil de l'investisseur type israélien. Alors, on se pose toujours la question, en tout cas quand on voit la cherté de la vie en Israël, en se disant mais comment font les gens? Eh bien, tout simplement, apparemment, ils boursicotent. Beaucoup jouent à la bourse, essayent d'investir, et donc forcément, comme chaque année, on se pose la question, quel est le profil de l'investisseur type israélien en 2024? Oui. Quand on dit investisseur, c'est pas seulement la bourse. C'est vrai que dans l'image populaire, c'est boursicote. Ça peut être aussi dans l'immobilier ou dans d'autres choses. Ça peut être dans plein de choses. Alors, mais la bourse israélienne, effectivement, a fait une enquête très approfondie. Elle fait d'ailleurs chaque année. Elle a demandé à une entreprise spécialisée qui fait des sondages sur 1247 personnes. Donc c'est un panel assez important de gens, en leur posant beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce qui se passait au niveau des investisseurs. C'est important, bien entendu, pour ceux qui offrent des produits d'investissement, mais c'est important aussi pour nous. Savoir qui investit, comment les gens investissent. Et qu'est-ce qui joue pour eux. Et alors l'investisseur israélien en 2024, moi je me suis pas toujours reconnu d'ailleurs dedans. Je sais pas si nos auditeurs ou téléspectateurs le feront, mais les principales caractéristiques sont les suivantes. Ils sont très influencés par la famille, les copains, ils cherchent de la sécurité. S'ils investissent dans une entreprise particulière, ils vont voir s'ils peuvent avoir confiance dans les dirigeants de cette entreprise. Ils aiment investir dans la haute technologie et à l'étranger. Maintenant, 58% des gens qui investissent, et surtout dans la bourse, je pense, le font de façon indépendante sans demander à des conseillers bancaires ou à des sociétés d'investissement de le faire. 40% des gens qui ont dit qu'ils sont dirigés, ce qu'on appelle en hébreu menualim, c'est-à-dire qu'ils ont souvent leur portefeuille est géré, sont d'ailleurs des nouveaux investisseurs, en tout cas dans ce panel-là, qui étaient dans les 2 dernières années. C'est intéressant parce que ça veut dire pour ces entreprises qu'ils ont peut-être des nouveaux clients. Ils ont quel âge justement ces investisseurs? Ces gens, la majorité sont entre 30 et 49 ans. Il y en a seulement 38% qui disent qu'ils sont des investisseurs actifs. C'est moins que l'année dernière où il y en avait 42%. Ok. Bon, alors on peut juste savoir quelle est, à part la haute technologie et les investissements à l'étranger, ce que les nouveaux investisseurs aiment acheter ou aiment investir? Oui, ça m'a étonné. 9% disent qu'ils ont investi dans le Bitcoin. Je trouve que c'est étonnant. C'est beau. C'est une part très importante puisque toujours je suis un de ceux qui déconseille cet investissement-là. J'en ai expliqué souvent. On ne vous suit pas partout. Alors on continue, Daniel, après ce profil intéressant pour l'investisseur 2024 en Israël. Et c'est le supermarché Victory qui s'est fait tirer les oreilles. Et oui, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Malgré tout ce qu'on peut nous raconter en Israël, il y a quand même des lois. Nous ne sommes pas une république bananière et ça fait du bien de le savoir. Que s'est-il passé, Daniel? Oui. Comme vous venez de le dire, j'aime bien parler ici de sujets de consommation qui peuvent aider nous, consommateurs, à mieux agir. De quoi il s'agit?
il y a une cliente qui d'ailleurs s'est trouvée être une avocat qui a fait ses courses à Victory, comme vous l'avez signalé, Victory de Mevasseret-Sion. Et il y a, comme les gens savent, il y a maintenant des caisses automatiques où on peut soi-même faire ses courses, payer à cet endroit-là. Et lorsqu'elle a terminé de faire donc ce paiement, toute seule avec sa carte bleue, le scanner des produits, etc. Tout à fait. Donc elle avait terminé son achat. Un employé du magasin lui dit suis-moi à la caisse. On va vérifier si ce que tu as acheté correspond à la facture qui est devant nous, si tu n'as pas trop pris. En gros, si tu n'as pas volé des produits. Tout à fait. Alors elle s'est trouvée, en plus c'est l'avocate, elle a trouvé que c'était pour elle humiliant, que c'était aussi ce qu'on appelle en hébreu la lachon hara, c'est une sorte de médisance. Vous venez me dire que je suis une voleuse, c'est ça, comme vous venez de le dire, et c'était pas discret, et tout le monde l'a vu, etc. Alors, elle allait au tribunal, ce qu'on appelle Tviot Ktanot, les petites plaintes. Elle a demandé 30 000 shekels. Elle a gagné ou pas? Elle a gagné 12 000 sur les 30 000. 12 000, ok. Qu'est-ce qu'a répondu Victory? Victory a dit, il y a beaucoup de gens qui volent, c'est notre façon de faire. Et deuxièmement, ça a été fait discrètement et rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le juge? Le juge a dit la chose suivante. Vous avez dit que ça s'est fait discrètement. Moi, j'ai vu les films. Je vois que ça s'est fait devant les clients et pas un endroit discret. Et c'était pas non plus rapide comme vous avez dit. Et deuxièmement, je ne vois pas que vous ayez installé des poteaux qui signaleraient que vous le feriez, qu'il y aurait une vérification. Après l'achat. Ou même pendant. Il y a pas, c'est pas indiqué, quoi. C'est pas indiqué. Vous n'avez pas le droit, après que l'achat a été fait, de retenir quelqu'un. Je rappelle ici qu'il y a que la police qui peut retenir quelqu'un. Je parle pas que c'est un terroriste. Non, mais je parle d'un point de vue de ce genre de choses. Et donc, comme on l'a souligné, elle a été condamnée. Et c'est important que les gens le sachent. Voilà. Donc, si on vous contrôle à la sortie d'un autre super, sans que ce soit indiqué, bah, sachez que vous avez des droits. Voilà. On continue et on termine avec Nvidia, cette grosse start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Je crois que c'est une des 7 plus grandes entreprises dans le domaine. C'est quand même pas mal. Alors, qu'ont-ils fait pendant Pessah, pendant que nous étions en vacances? Apparemment, ils ne sont pas tournés les pouces. Tout à fait. Ils ont fait leurs courses en Israël. Ils ont acheté 2 entreprises. D'abord, la société Runeye, entre 6 et 700 millions de dollars selon les estimations que j'ai vues. C'est une entreprise privée, donc on entend de ce que la presse le dit. Et c'est une plateforme qui permet à l'ordinateur de mieux adapter l'intelligence artificielle. C'est très important pour Nvidia d'avoir une possibilité pour ses clients de dire voilà, j'ai aussi une entreprise qui vous permettra de mieux adapter l'intelligence artificielle à tous vos outils informatiques. Donc ils ont acheté Runeye pour entre 6 et 700 millions de dollars suivant les chiffres que j'ai vus. Et après, quelques jours après, elle achète une société qui s'appelle Deci, qui est spécialisée dans l'optimisation des multiprocesseurs, dans leur vitesse, dans des algorithmes, et ça leur sert bien entendu pour l'intelligence artificielle parce qu'on a besoin que ça soit très rapide et que ça agisse de façon optimale. Et on pense, là, on n'a pas les chiffres non plus, plusieurs centaines de millions de dollars, donc on peut estimer qu'elle a investi en Israël pour $1 milliard, Nvidia, à ce moment-là. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette semaine, donc après même ces courses-là, on entend qu'une entreprise israélienne, Island, qui est une entreprise qui est spécialisée dans le cyber pour les choses comme Chrome que vous voyez souvent dans votre portal ou sur l'ordinateur. Oui, bien sûr. Et elle est tellement appréciée. Il y a 6 mois, elle avait levé 75 millions de dollars pour un chiffre de 1,5 milliard de dollars. 6 mois après, et maintenant elle a collecté pour un chiffre de 3 milliards de dollars pour une valeur qui a doublé en 6 mois. C'est 3 fois une licorne. C'est quelque chose de magnifique. Magnifique, voilà. Bon, on va terminer avec cette bonne nouvelle. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. Avec plaisir.